Salut Gila, Salut, salut. tu vas bien? Très très bien. En tout cas, merci d'être avec moi aujourd'hui dans le cadre des épisodes qu'on développe en collaboration avec le congrès Innovation en éducation, pour lequel tu participeras à une conférence. Je vais te présenter très brièvement parce que je veux te laisser le temps de parler puisqu'on est sur des capsules d'épisodes un peu courtes. Tu as une carrière que je trouve plus qu'inspirante et j'ai hâte que tu en parles un petit peu. Tu es maman de 2 enfants, tu es enseignante-chercheuse à l'université d'Harvard, tu es artiste de l'UNESCO pour la paix et particulièrement impliquée dans le domaine de l'éducation à travers l'approche Faber et Maslich. Et j'aimerais savoir, parmi toutes ces activités que tu as entreprises, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir pour l'éducation? Alors, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Ce qui m'a donné envie de m'impliquer dans l'éducation, bien sûr, c'est le fait d'avoir des enfants. Et puis même avant, je dirais, parce que j'ai pu travailler, tu l'as rappelé, sur ces questions autour des droits de l'homme, et puis aussi en lien avec l'art. J'ai vu, en fait, dans des populations vulnérables, dans mes différents voyages, j'ai vu des personnes, en fait, qui, dans leur rapport aux enfants, avaient de gros problèmes pour pouvoir essayer de trouver un moyen de communiquer. Et ça, je l'ai vu dans des cadres de populations en difficulté, Bangladesh, Congo ou même Rwanda, mais je l'ai vu aussi dans des pays où en fait la situation était un petit peu plus tranquille. Et c'est vrai que cette notion de rapport à la parole, et moi qui suis quelqu'un de théâtre, hein, puisque à la base je suis comédienne, j'ai fait le conservatoire et je me suis destinée vraiment à utiliser le théâtre pour aider les autres à parler. Et ben, en fait, dans ce rapport à la parole, notre lien à l'éducation est quelque chose qui reste encore à approfondir. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis dit que ça valait la peine de se tourner vers l'éducation. Puis j'ai eu la chance aussi de travailler avec des personnalités comme Tal Ben-Shahar, le fameux professeur de psychologie positive, le professeur de bonheur de l'université d'Harvard. Et c'est vrai que ce rapport à la psychologie positive m'a permis d'approfondir cette notion de communication positive, de l'utiliser dans un cadre de gestion de conflits d'adultes, mais de comprendre combien est-ce que ça pouvait avoir de sens lorsqu'on touche à l'éducation. Hmm, très clair. Et c'est ainsi que tu as découvert l'approche Faber et Maslich? Exactement, en fait, dans mon rapport à Tal Ben-Shahar, lorsque on a commencé à discuter psychologie positive théâtre, et que je lui disais que j'étais très intéressée par le rapport à l'éducation, il m'a parlé de Chaim Guinot, qui est le premier psychopédiatre. Et en fait, Chaim Guinot, sa façon de voir l'éducation, il l'a transmise à deux de ses disciples, que sont Madame Faber et Madame Maslich. Hein. Faber et Maslich, en fait, ce sont deux femmes qui étaient disciples de Chaim Guinot et qui ont créé cette approche qui commence à avoir de plus en plus de on va dire, de rayonnement et d'attrait, on va dire, sur le sol français, très connu au Canada, puisque en fait, tous les ouvrages sont publiés aux éditions du Phare au Canada. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, elles sont aussi assez connues. En France, ça commence à bien marcher. Et c'est vrai que, ben, à partir de là, j'ai commencé à faire des démarches et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes absolument merveilleuses. Je pense à Genoveva Desplat, par exemple, qui fait un travail incroyable sur toute la France en termes d'ateliers pour former des formateurs aussi. Et je pense que pour moi, c'est vraiment des personnes comme ça qui font avancer les choses au niveau de cette communication non violente et de Faber et Maslich. On a aussi, bien sûr, l'éditrice des œuvres et la traductrice des œuvres en français de Faber et Maslich, que je salue et qui est au Canada. Donc voilà, c'est vraiment en fait à l'initiative de femmes essentiellement que ces deux femmes ont pu rayonner dans la pensée de Chaim Guinot sur comment réussir à pouvoir parler aux enfants. D'ailleurs, c'est le titre de leur livre, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc là, déjà, ça donne un vrai rapport à cette notion de communication. Hmm. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi elle consiste cette communication? Alors, elle se base sur la communication non violente et elle se base aussi sur tout ce qui va être
processus avec ce qu'on appelle des habiletés, hein, c'est traduit du canadien. Donc, l'habileté, c'est vraiment la capacité que chacun a de pouvoir être dans l'écoute et pas dans le jugement, et de pouvoir aussi proposer aux enfants de trouver des solutions par eux-mêmes. Alors ça a l'air magique comme ça, c'est beaucoup plus compliqué bien sûr à mettre en pratique. Ce qui est intéressant dans l'approche Faber et Maslich, c'est que ça se fait toujours avec des jeux de rôle. C'est vraiment très basé sur justement le théâtre, pour qu'on puisse se mettre à la place de l'enfant. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'on a quelquefois des protocoles qui vont aider non seulement l'enfant à pouvoir être autonomisé, mais surtout lui proposer quelque chose qui va tout de suite être de l'ordre du choix. Une vraie créativité qui va permettre à l'enfant de pouvoir lui-même être en mesure de pouvoir gérer, on va dire, la relation à l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à comprendre avec Faber et Maslich. Est-ce que tu aurais un exemple de ce type de jeu de rôle qu'on peut mettre en place? Oui, alors déjà, un jeu de rôle qui est très apprécié par les enfants, et peut-être que les personnes qui nous regardent euh, l'ont déjà expérimenté, c'est proposer que on change. C'est-à-dire que on a l'enfant qui devienne la maman et puis la maman qui devienne l'enfant. Là, c'est très intéressant parce qu'en miroir, tout d'un coup, on voit les choses que l'enfant retient, les postures, la façon dont l'enfant va s'exprimer. Donc déjà là, on a quelque chose qui est assez intéressant au niveau du rapport. Ensuite, on va avoir tout ce qui va toucher à des choix qui peuvent être des dérivatifs justement plutôt que la colère et l'agressivité. Une des premières choses, c'est vraiment de montrer à l'enfant qu'on n'a pas seulement compris ce qu'il dit, mais qu'on a compris comment il le dit. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'accueil de l'émotion. C'est pas seulement, j'allais dire, un accueil qui va faire montre de quelque chose qu'on prend en considération, mais vraiment qu'on comprend. Un enfant qui est énervé, il faut pouvoir lui dire, écoute, je comprends en fait pourquoi tu es en colère. En fait, c'est toujours être en capacité de non seulement reprendre ce que l'enfant dit, mais montrer à l'enfant qu'on comprend comment il le dit. Et donc ça suppose bien sûr de l'intelligence émotionnelle, ça suppose de pouvoir bien voir au niveau faciès ce que l'enfant nous dit, qu'il ne nous dit pas, parce que bien entendu, le problème au niveau communication, dans l'éducation, c'est que on est face à un petit être qui n'a pas tous les ressorts de pouvoir mettre des mots sur les émotions, ce qui explique aujourd'hui tous les programmes d'intelligence émotionnelle et de psychologie positive appliqués à l'enfant. Euh, je vais vous donner un exemple en particulier sur ce que j'ai pu développer comme programme pédagogique. Euh, je ne sais pas si les personnes qui nous suivent connaissent la boîte à histoire Luni. Moi, je vous conseille vivement de pouvoir découvrir cette boîte à histoire. Déjà, elle permet à l'enfant de ne pas être sur l'écran. Donc, moi, les enfants, je suis très, très adepte de ce genre de communication. Donc, pas d'écran, c'est une petite boîte qui permet de pouvoir écouter des histoires et surtout de montrer à l'enfant comment il peut être actif dans l'histoire. Donc, il choisit ses personnages, il choisit ses objets, il choisit les lieux, etc. Et donc j'ai développé avec la boîte à histoire l'UNI tout un petit parcours sur la psychologie positive et l'intelligence émotionnelle. Et donc l'enfant choisit sa météo extérieure, donc la météo, le temps qu'il fait, et sa météo intérieure. Donc je suis en colère, je suis triste, je suis heureux, etc. Et donc avec ces deux paramètres, c'est-à-dire ce qui se passe autour de moi, et le paramètre intérieur, c'est-à-dire ce qui se passe en moi, on voit, des fois c'est en résonance, il fait beau, je suis heureux, des fois c'est en dissonance, il fait beau, je suis en colère. Des fois c'est une dissonance où il pleut et je m'attendais à pouvoir jouer dehors, je peux pas. Comment est-ce que je gère ça? Donc ça développe une écoute intérieure, mettre des mots sur les émotions et puis savoir bien sûr comment les résoudre et comment est-ce que l'adulte dans les petites histoires peut être là aussi avec des idées pour calmer et pour surtout montrer qu'il comprend. C'est quelque chose qui est très important de pouvoir mettre des mots sur l'émotion que l'enfant ressent parce que quelquefois
l'enfant n'a pas la possibilité d'extérioriser en fait l'émotion, à part en pleurant, à part en criant. Moi, je sais que ma vie a été chamboulée lorsque j'ai découvert que ben, un bébé, ça pleure quand il a trop chaud. Un bébé, ça pleure pas seulement quand il a mal, ça pleure quand il y a un dysfonctionnement. Et c'est à nous, bien sûr, de trouver, comme l'enfant ne peut pas parler encore, ce qui ne va pas. Et c'est vrai que ben, réussir à comprendre que la manifestation émotionnelle, c'est pas seulement relié à ce que moi j'imagine être, c'est-à-dire il fait mal, il pleure, c'est quelque chose de très intéressant au niveau éducation. Ce qui veut dire que la première étape dans Faber et Maslich, c'est faire état d'une compréhension émotionnelle et à partir de là, on trouve une solution à deux. C'est pas seulement l'adulte qui va dire tu fais ça, hein, comme on donnerait des ordres à un exécutant, c'est au contraire, voilà, ben, qu'est-ce que tu proposes? On peut essayer. Exactement. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une façon de s'en sortir ensemble? Donc c'est vraiment ce qui donnera au niveau adulte, les fameuses, solutions du gagnant-gagnant, c'est ce qu'on appelle la négociation raisonnée, qu'un autre professeur de Harvard, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle William Ury. Il a écrit des choses fabuleuses, comme, Savoir dire non, comment refuser sans offenser. Donc c'est vraiment ce qui va donner ensuite, hein, des adultes conscients et surtout qui créent des cadres où on est d'accord de ne pas l'être. On peut ne pas être d'accord, mais on reste dans une relation qui est une relation non pas de dépendance, d'indépendance, mais d'interdépendance. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet à l'enfant aussi d'être très actif dans sa façon de pouvoir résoudre les problèmes. Parce que qu'est-ce qu'on veut normalement au niveau éducation? C'est permettre à ce petit être-là, qui naît, on va dire, sans défense, de pouvoir lui proposer d'être acteur dans un monde où il aura à faire des choix et de pouvoir être aussi force de proposition. Ça n'ira pas toujours comme il voudra, mais il faut que lui ait la capacité de créativité pour trouver une possibilité de solution qui se rapproche de ce qu'il veut. Donc pour cela, il y a la mise en mots et puis il y a la réflexion en termes de créativité sur comment est-ce qu'on peut réussir à, à s'en sortir à Ouais. plusieurs. Est-ce que tu as des conseils concrets quand on se place du côté de l'adulte pour que l'adulte arrive à bien intérioriser et à comprendre cette émotion de l'enfant? Parce que je pense notamment lorsque l'enfant est en situation de colère intense, généralement ça peut se solder en une colère également du côté de l'adulte. Comment lui peut faire place à cette colère de l'enfant, la comprendre et mettre peut-être son émotion, je ne sais pas s'il faut la mettre de côté, comment intégrer ces différents paramètres en même temps? C'est une très bonne question et on le sait en plus avec les vies qu'on mène tous, on disait là, les grippes, les rhumes, les virus, la fatigue. Donc oui, déjà essayer de se dire que si jamais il y a des moments entre guillemets où on craque, bien sûr on craque parce qu'on crie, hein, on craque pas parce qu'on tape, mais bon déjà essayer de comprendre que c'est humain. Je sais qu'il y a des gens qui se rendent malades parce qu'ils ont osé un peu élever la voix. Il faut pouvoir continuer à garder certaines limites et il faut pouvoir aussi se respecter en se disant bon ben là, malheureusement, j'ai pas réussi à tenir et même aller ensuite pouvoir voir l'enfant pour lui expliquer qu'il y a des moments où en fait on peut pas faire face à certaines choses. Ensuite, comprendre que le schéma émotionnel de l'enfant, et ça c'est les neurosciences qui nous le font savoir, n'est pas le même que le schéma émotionnel de l'adulte. C'est-à-dire en fait qu'une colère mais très intense chez un enfant ne va pas le marquer de façon impressionnante comme ça va l'être au niveau adulte. Nous, si jamais on se met en colère, en fait, on a un système nerveux qui fait que une émotion, je vous rappelle que une émotion, c'est quelque chose qui va se faire en trois étapes. On a enfin, on a le moment où on reconnaît ce qui va nous faire parvenir une émotion. Donc, on a le moment de charge physique où il y a une réaction, mais vraiment presque chimique, vis-à-vis d'un stimulus. Et puis ensuite, on va encaisser le coup, c'est-à-dire ça va immédiatement toucher notre cerveau limbique pour appeler l'émotion. Et on a une décharge, et cette décharge émotionnelle, la plupart du temps, l'adulte a appris à la retenir. Il explique que dans le monde professionnel, bah, quand des fois on est très énervé, on ne veut pas commencer à hurler ou à taper son collaborateur. En fait, et ce qui est très intéressant, c'est que la façon de ressentir l'émotion au niveau adulte, elle est la même pour tous, donc peu importe la culture. Par contre, la façon
dont la décharge va opérer va être tout à fait différente selon la culture. Les cultures, on va vous donner un exemple, une culture asiatique par exemple, va être très dans la retenue parce que l'émotion est quelque chose de très mal poli, alors qu'une culture américaine va plutôt être au contraire dans une décharge assez extravertie, parce qu'au contraire l'émotion doit être là pour bien faire comprendre en face ce que je vis. Donc du coup, généralement, l'adulte va apprendre à encaisser l'émotionnel et va réussir ou alors à transformer la décharge en quelque chose qui va être une sorte de moment de catharsis, par, le fait de voir un film, violent, qui va nous permettre de, décharger, justement cette émotion. Ça peut être, aller, chez le psy, par exemple, qui n'est que là pour des décharges émotionnelles ou quelquefois, coup de téléphone à un ami pour pouvoir parler de ce qui s'est passé. Donc il y a des moments de décharge que l'adulte est capable de faire et quand il n'est pas capable de le faire, eh bien c'est là où peut se passer le burn-out. C'est-à-dire à force d'encaisser, en fait, on étouffe, un burn-out c'est un burn-in, on étouffe de l'émotionnel. L'enfant n'a pas cette capacité d'encaissement émotionnel. C'est-à-dire que c'est un être d'émotionnel pur. Et quand il a déchargé, il décharge. Ce qui veut dire que, et je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, il y a des fois, des moments où un petit enfant va faire une colère, il suffit de commencer à pouvoir essayer de le faire diversion et de le faire rire pour qu'il puisse rire aux éclats. C'est d'ailleurs très, très impressionnant parce qu'on se dit: «Mais est-ce que le gamin est complètement fou?» Non, en fait, les ressorts nerveux, de la colère sont assez proches des ressorts nerveux du rire. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant, généralement, est traversé par une émotion, sans exactement savoir pourquoi, et est dans l'incapacité de pouvoir la maîtriser, et donc, c'est assez fulgurant, va exprimer, surexprimer une émotion par rapport à nous qui avons travaillé à la gestion et la maîtrise de cette émotion. Tout ça pour dire quoi? Le conseil que je pourrais dire, c'est généralement face à une colère qui va être assez intense, être en capacité de dire, bon, on va essayer de trouver une façon de pouvoir s'entendre. Si jamais ça continue à être très fort, je vais avoir du mal à pouvoir te donner ce que tu recherches. D'accord? Donc déjà là, essayer de faire en sorte que l'enfant puisse exprimer ce qu'il cherche dans sa colère. Une fois que l'enfant a exprimé ce qu'il cherche, ou alors on est en capacité de lui donner ou pas en capacité, si on est en capacité de lui donner et de lui faire comprendre, il va falloir qu'il respire pour qu'on puisse retrouver une façon normale de communiquer. Si vous n'êtes pas en capacité de lui donner, revenir en lui proposant quelque chose d'autre. Quoi qu'il arrive, et ça dans Faber et Maslich on le voit bien, c'est la capacité de choix que va avoir l'enfant qui va pouvoir, entre guillemets, sauver l'adulte. Plus l'enfant va avoir de choix, plus il va canaliser son attention sur autre chose, que quelque chose qui va être en spirale sur l'émotion, le fait de ne pas être compris, etc. Euh, Après, tout dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est vrai que quand l'enfant va aller en crèche ou quand l'enfant va aller à l'école, on ne sait pas ce qui se passe en fait en crèche et à l'école. Il y a énormément de stress aussi que l'enfant va avoir parce qu'il va être en collectivité, il y a du bruit, etc. Donc, quand vous revenez épuisé de votre travail, l'enfant revient aussi épuisé, je ne dis pas du sien, mais d'un endroit où il y a eu aussi beaucoup de brassage. Et donc c'est pour ça qu'il doit y avoir un moment de défouloir. Et c'est pour ça que je conseille par exemple de pouvoir trouver un moment où l'enfant va décharger justement émotionnellement au travers d'un sport ou à travers de moments, je sais pas, où on saute sur le lit, mais qui va vraiment physiquement le mettre dans un sas qui va lui permettre de faire la différence entre ce moment de collectivité et le retour à la maison. Qu'un enfant se jette sur vous en criant, en hurlant ou même en étant très heureux, c'est tout à fait normal. C'est pas seulement qu'il est content de vous revoir, il est content de vous revoir, mais il a aussi besoin de pouvoir décharger par rapport à sa journée, tout comme vous avez besoin de raconter votre journée peut-être à quelqu'un qui partage. D'accord? Donc vraiment, conseil, c'est un, dédramatiser, parce que l'enfant n'est pas au bout de sa vie parce qu'il est en train de hurler. Non, il y a une fulgurance émotionnelle. Cette fulgurance émotionnelle, elle ne va pas teinter ensuite, ça va pas devenir de l'humeur. En fait, chez l'adulte, une émotion peut se transformer en humeur, voire en sentiment mentalisé lorsque on vit quelque chose d'assez intense. D'où ensuite tout ce qui va être post-traumatique. L'enfant, c'est pas ça. Alors, l'enfant, c'est pas parce qu'il hurle, vous allez voir que le lendemain, il aura complètement oublié, etc.
déjà à dédramatiser. Ensuite, essayer de revenir à une communication qui va être une communication un peu plus normale, avec une possibilité de respiration, d'écoute de musique, pour faire redescendre la chose, ou même, pourquoi pas, de petits goûters ou euh, de moments qui va lui faire plaisir. Ensuite, lui proposer un sas de décompression obligatoire entre le passage rituel école et réintégration maison. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis ensuite, bien entendu, vraiment essayer le plus possible de pouvoir être dans la reconnaissance de l'émotion en l'aidant à mettre des mots sur ce qu'il vit. Ça, c'est extrêmement important euh, parce que l'enfant va non seulement apprendre des mots que vous allez prononcer, mais il va également comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il n'en a aucune idée. Déjà pour un adulte, c'est difficile de mettre en mots. Donc imaginez pour un enfant. C'est vrai. Et on peut démarrer cette approche Faber et Maslich à partir de quel âge pour l'enfant? Alors, ce qui est très fort chez ces deux femmes, c'est qu'elles ont vraiment partitionné leur approche pour les tout petits, pour les plus grands, pour les ados. Donc, il y a vraiment toute la gamme. Par exemple, il y a Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants, mais spéciale édition pour les tout petits. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé vraiment très, très, très Ah, bien en termes super. d'âge. Bon, on arrive déjà malheureusement à la fin de cet échange passionnant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner autour de cette pratique, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas évoqué pour les parents ou pour les professionnels de l'éducation? Alors, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de lire les ouvrages. Si vous avez la possibilité de pouvoir voilà, faire intervenir un formateur, une formatrice, pourquoi pas. Vraiment, il y a des choses qui sont des séances découvertes et qui valent vraiment la peine. Je vous conseille vivement ensuite de pouvoir appliquer les jeux de rôle à la fois à vous-même pour essayer de vous décomplexer par rapport au fait de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Parce que Faber et Maslich, c'est avant tout de l'écoute. C'est écouter pour que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent. Donc c'est vraiment basé sur le respect de soi en essayant déjà de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Vous n'arriverez pas à parler à votre enfant si vous-même, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir mettre des mots sur les émotions que vous avez. Pour ce faire, je vous conseille par exemple de voir même des sites internet qui sont très bien faits. Paul Ekman, par exemple, a mis en place un atlas des émotions. Vous pourrez regarder sur internet atlasofemotions.org. Peut-être que tu pourras donner le lien dans, dans la chat. Donc, ce site est extrêmement bien fait parce qu'il vous permet de comprendre les différents degrés émotionnels. Parce que c'est très différent de se dire ah, je suis énervé et je suis hors de moi. Là, encore une fois, on est dans des nuances en fait de la même émotion qui est l'émotion colère, mais qui va en fait être très différemment gérée par le corps et par la tête lorsque on est en capacité de pouvoir mettre des mots. Comprendre aussi qu'il y a des besoins sous les émotions. Donc, les émotions, le but n'est pas de les maîtriser, voire de les supprimer. Rien de mieux pour avoir un burn-out que de supprimer l'émotion. L'émotion, elle est là pour être gérée. Pourquoi? Parce qu'elle suppose des besoins. Donc quand on est en colère, il faut savoir que le besoin derrière, c'est la justice. Et le petit enfant qui va aussi manifester cette colère, eh ben, c'est ce qui va chercher derrière. Quand un enfant est en colère, il faut entendre le caliméro à l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit de c'est pas juste. Il se sent victime de quoi? Ça, par exemple, c'est un besoin, mais on ira plus loin si jamais vous êtes présent justement à ce forum voilà, sur Bordeaux. Donc chaque émotion est reliée à un besoin. Donc c'est très important de savoir que les émotions primaires, par exemple, ben, le besoin de la colère, c'est la justice, le besoin de la tristesse, c'est le deuil, c'est-à-dire d'accompagner à un changement qui est radicalement terminé et radicalement commence. Le besoin de la peur, c'est la sécurité. C'est pas seulement, nous, on a l'impression avec les enfants de venir, voilà, mon petit chéri, de rassurer, rassurer, rassurer. Non, c'est des gages de sécurité, surtout lorsqu'ils commencent à avoir peur du loup. C'est vraiment montrer les fenêtres, montrer qu'on a bien barricadé, qu'autour de nous, il n'y en a pas, que les loups ne sont pas des animaux si méchants. Donc, aller dans quelque chose qui est très rationnel. Et puis, le besoin de la joie, c'est le partage, c'est l'extériorisation. Ne laissez pas votre enfant être heureux dans son coin. Il faut qu'il puisse vous le dire, il faut qu'il puisse le manifester pour qu'il puisse aller bien. Donc, voilà, se rappeler
que chaque émotion est liée à un besoin et n'a pas à vocation à être supprimée, au contraire, c'est quelque chose qui aide ces émotions, à l'intégrité de l'organisme. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'elles Trop puissent bien bien. être Bah, exprimées. écoute, ça donne trop envie de continuer à t'écouter, pendant des heures et d'appliquer, tout ça à la maison, Merci. mais également, à l'école. Je pense en effet, ce travail de l'émotion, s'il pouvait rien qu'être enseigné à l'école, ce serait tellement formidable. Mais déjà, pouvoir, ah ouais, pouvoir, s'informer avec, cette belle pratique de Faber et Maslich, je trouve que c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Guilla, pour ton temps et j'invite tous nos auditeurs à te retrouver, en février pour le congrès, à Bordeaux. Voilà, bientôt, on parlera des blipoux, ces contes de psychologie positive que a sorti Faber et Maslich. On parlera de plein d'autres choses, donc je vous attends nombreux. Merci, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité Avec de plaisir, à m'exprimer bientôt. aujourd'hui.